Donc, bonjour à toutes. Oula, ça bouge. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vient de terminer un stage là, et on a un Mickey de Paris qui après avoir quelques petits massages profonds, a quelques questions à nous proposer. Alors, je vois que je suis pas cadré. Je vais me mettre comme ça, voilà, entre le blanc et le bleu. Quand tu veux. Bonjour Bernard et bonjour à tous. Donc, on vient de finir le stage de 2 jours. Donc là, j'ai une question par rapport au stage qu'on vient de faire. C'est la relation, justement, on a fait du couteau. Donc la relation entre les armes, pour élargir un petit peu, et la main, les techniques, comment elles s'articulent entre elles, la relation qu'il y a, parce qu'on sait qu'il y a une relation avec les armes, parce que souvent on dit dans beaucoup de styles que travailler les armes, en règle générale, ça améliore sa pratique à main nue. En tout cas, c'est ce qui se dit communément. Donc qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Il y a plusieurs choses. Alors d'abord, l'arme est le prolongement de la main, comme à la pétanque, la boule est le prolongement de la main. Et moi, j'aime bien travailler justement sur tout ce qui est couteau, lancer de couteau, parce que ça permet aux gens d'apprendre à lâcher. Donc s'ils lâchent leur intention, leur ki, leur énergie, ça leur évite justement de la garder en soi et de la bloquer et de se prendre toute la violence qu'ils essayent de donner à l'autre, ils vont se la prendre. Il suffit de le faire sur un sac de frappe et de bloquer comme ça, on va se taper toute l'onde de choc, ça va durcir les tendons, ça va durcir le dos, etc. Donc pour finir la phrase que je t'avais commencé tout à l'heure, quand mon élève, mon stagiaire d'Angoulême est parti après des années de karaté faire du systéma, le premier cours, il m'a écrit le soir même, il m'a dit « j'aurais jamais cru que j'étais aussi raide ». Parce qu'on ne sait pas qu'on est raide. C'est comme avant de faire un cours de stretching, on ne sait pas qu'on est raide, avant de faire un cours de piano, on ne sait pas qu'on a les doigts aussi rigides, etc. etc. Donc en fin de compte, on voit une seule chose, et on pense qu'on performe dans une seule chose. Le problème, c'est que plus on performe dans une seule chose, moins on devrait être créatif normalement, mais toi tout à l'heure tu me parlais du kata sanshin qui m'intéresse beaucoup. Le problème, tu as parlé d'un mot, tu as dit c'est très cadré, tu vois, c'est la même chose, kata. Carré. Standardisé. Standardisé, voilà. Un peuple standardisé est un peuple qui n'est pas, qui est très, comment on pourrait dire. J'ai perdu le mot, ça c'est la fin du cours. Le cours c'est 4 heures. Donc, qui est très prévisible. Tu sais ce qu'il va faire, tu sais qu'il va attaquer comme ça, tu sais que si tu fais ça, il va faire ça. C'est très standardisé. Donc ils sont très, très prévisibles. Alors que les manouches dans la rue, ils sont pas du tout prévisibles. Tu vois, parce que ils n'ont pas de limite. Les meilleurs acrobates, les gens les plus courageux que j'ai eus dans mes cours, ça a été des jeunes manouches, quoi. Les mecs, ils faisaient des sauts périlleux parce qu'ils n'avaient pas peur de se casser la nuque, alors qu'ils tournaient dans tous les sens. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'ils me font? Ils étaient vraiment, on peut dire, sans peur, tout simplement. Donc, dans la rue, quand les mecs ils tapent dessus comme ça, c'est pas standardisé, quoi. Tu vois. Ça devient de plus en plus à cause du cinéma, des jeux vidéo, des trucs de MMA, comment on appelle ça, les téléphones portables, les YouTube et compagnie. Oui, là, on va s'auto-standardiser nous-mêmes parce qu'on va voir toujours les mêmes coups. Ce qui est une bénédiction pour les voyous parce qu'eux, ils font tout l'inverse. Je ne vais pas revenir sur les cours, les gens ont qu'à venir, comme tu disais tout à l'heure. Ah, exactement, il faut se déplacer. Et s'ils veulent voir comment vraiment répondre à des attaques standardisées ou pas, parce que répondre à une attaque standardisée, c'est très facile, mais une attaque imprévisible, là, il y a le inenvisageable, tu vois, dans certaines attaques où le mec qui te saute dessus, te met les pouces dans les yeux. Ça, c'est des trucs, on ne s'attend pas du tout à ça. Donc, pour moi, au Japon, si tu veux, c'est un peu l'inverse de ce que tu disais, c'est-à-dire qu'ils commencent, par exemple, à travailler à main nue, et après, on va te mettre un bâton, et tu vas faire les mêmes mouvements avec le bâton, et après, on va te mettre un sabre, et tu vas faire le même mouvement avec le sabre. Mais ils commencent par le main nue. Et dans le Bubishi, j'avais dit ça plusieurs fois, dans le Bubishi, il est bien précisé que l'art martial à main nue, la technique martiale à main nue, ne sert à rien, si ce n'est pour préparer
aux armes. Parce que souvent on me disait à Bordas, il dit la moitié de la phrase. Il dit dans le Bubishi, c'est ce que Tokitsu qui disait ça, hein, ou même en replay, hein, il disait dans le Bubishi, il y a marqué l'art martial ne sert à rien. C'est-à-dire avec un bouclier et avec un glaive, ça sert à quelque chose de faire des mouvements comme ça, hein, le bouclier entouré là, effectivement je vais faire ça, tu vois, je vais bouger, là ça sert à quelque chose. Mais si tu fais ça à main nue contre une machette, t'as plus de bras. Donc effectivement, le mouvement ne sert à rien si tu restes toujours à faire le mouvement avec rien. C'est-à-dire dans un pays qui est en paix, dans un pays qui est désarmé, bah, tu vas faire les mouvements à rien. Okinawa était désarmé, hein. Donc on le sait. Mais par contre, si tu prends un bouclier, tu prends une épée, oui, là, ça va servir à quelque chose. Je pense que c'est une préparation au travail des armes. C'est ce que dit le Bubishi. Hein. J'allais dire rien de plus. Il dit certainement autre chose. Mais ça, c'est important, quoi. On fait des mouvements à main nue pour nous préparer. Hein. À savoir qu'un coup de poing sur une armure qui est préparée à recevoir un coup de masse, et les masses, je battais avec des masses, avec ce qu'on appelle les tetsubo. En gros, c'est de la grosse tôle enroulée comme ça, en octogonale. Quand tu t'en prends un coup, ça te fait vibrer, quoi. Donc, si on peut recevoir avec notre armure un coup de hache, un coup d'épée, un coup de masse, un coup de poing, ça fera pas grand-chose, quoi. Il n'y a que dans les films où ça marche. Le problème, plus on regarde les films, plus on se standardise à l'après Bruce Lee. Donc, voilà, je ne vais pas dévoiler ce dont on a parlé, mais si tu regardes l'après Bruce Lee, c'est toujours des coups de pied spectaculaires, du show. Voilà. Entre le show de Bruce Lee et je me roule par terre en slip dans une cage, on a oublié ce que c'est le combat, quoi. On sait ce que c'est que le show. C'est de la bagarre, tout simplement. Moi, quand je les vois, j'ai l'impression de voir les gamins dans les années 70 qui se battaient dans la cour d'école, quoi. Parce que c'était certainement plus violent, hein, les gars. Hein. Ils n'avaient pas de gants. Hein. Et il n'y avait pas d'arbitre. Comme la chanson, là, il n'y avait pas d'arbitre pour les disqualifier, tu connais, non? Non. Ça s'appelle Le Kid. La chanson Le Kid qui disait sur le ring comme dans la vie, pas de gagnant, pas de gagnant. Il y a parfois des vainqueurs, mais jamais de gagnants. Et c'est l'histoire réelle d'un champion qu'on appelait Le Kid, qui a refusé de se coucher tu vois, sur le ring. Et quand il est sorti, bah, il s'est fait planter. Voilà, parce que dans la rue, c'est pas pareil que sur le ring. Voilà, donc je pense que tu peux travailler à main nue si tu as l'intention un jour de travailler avec des armes, je dirais, toi. Tout ce que tu fais à main nue, tu pourras le faire avec des armes. Mais dire que tu fais les armes d'abord et après main nue, je sais pas. Je sais que c'était une des thèses de Tokitsu qui disait que le jujitsu avait été réservé, la pratique du jujitsu avait été réservée aux meilleurs sabreurs. On leur apprenait ce que Hatsumi Sensei appelle le mutodori, c'est-à-dire arriver à désarmer quelqu'un qui attaque avec un sabre. Là, dans ce cas-là, oui, c'est sympa. Mais lutte contre lutte, c'est du sumo. Hein. C'est de la lutte. Hein. C'est encore différent. Oui. Donc, autre question. On a beaucoup travaillé, alors à ce stage et à des stages précédents. C'est pour ça que j'invite tout le monde à venir en stage. Alors la flexibilité du corps. Parce que là, j'ai un mot qui me vient, la disponibilité. Peut-être ce serait plus adapté, ce terme-là, du corps. Et tu disais, bon, faut pas être raide, faut pas se raidir. Alors j'ai envie d'être un peu provocateur. Est-ce qu'il y a quand même des moments où être raide, la raideur, est-ce que c'est tout le temps à bannir ou est-ce que ça peut être une qualité qui peut servir de temps en temps? Parce que la raideur, on dit, voilà, surtout pas raide, c'est ce qu'on dit à tous les cours. Mais est-ce que ça peut servir dans un certain nombre de cas? Est-ce que ça peut être une qualité, au moins occasionnellement? Parce que on dirait que c'est le diable être raide. Est-ce que ça peut servir? Déjà, si tu prends le principe du judo qui vient du Yoshinryu, c'est-à-dire le principe de la branche de sol qui plie sous le poids de la neige, c'est le Chanel Roseau, hein. Le principe, c'est que tout ce qui est raide se casse. C'est vrai que de temps en temps, il faut être raide. Maintenant, j'ai bien, quand tu parles, bien aimé le mot disponibilité, parce que
il n'y a pas vraiment de disponibilité du corps, c'est la disponibilité du mental. Si tu es raide dans ta tête, tu es raide dans ton corps. Koshitoe, il disait ça. Koshitoe, il disait, si je mets ma main devant un miroir et que dans le miroir, la main baisse, c'est que ma main a baissé. Ça veut dire, si moi je suis raide dans ma tête, c'est que je suis raide dans mon corps, avec le principe que le corps est le reflet de l'esprit. Si mon esprit est rigide, est fragile, et apeuré, et hyper réactif, mon corps va être hyper réactif, hyper cassant. Le problème de la rigidité, c'est le fait d'être cassant. C'est clair que, tout à l'heure, on a parlé des contractions, isométrie, excentriques et concentrique, et j'ai dit, voilà, de toutes ces contractions, on n'en a besoin que d'une ou deux. Et pour le savoir, il faut venir. Exactement. Et c'est vrai que donc là, on ne peut pas dire que c'est une fausse rigidité, quoi. C'est juste le principe du coup comme je te parlais là, du kata ou du lancer. Tu as bien vu que on ne peut pas dire que la main est rigide, on ne peut pas dire que le bras est rigide. Je ne sais pas comment on pourrait... Alors, ça voudrait dire, peut-être, c'est intéressant, mais c'est temporaire. Oui. C'est à un moment, ça doit rigide en tant que tel, ou raide, c'est pas bon, mais à un moment, juste peut-être un court instant, ça peut être utile. Alors, je ne vais pas te taper pour le montrer, mais c'est le principe du shuto. Tu peux dire qu'il faut faire shuto en rigidifiant son bras. Alors ça, c'est ce qu'on a toujours dit. Tu vois, le shuto, en rigidifiant le bras à la fin. Là, fais-le sur le sac, tu vas avoir le coude, il va être content. Alors que si tu le fais à la ryabko, eh bien, en fin de compte, c'est comme si tu jettes quelque chose, et là le bras, on ne peut pas dire qu'il est rigide. Si tu prends, par exemple, une boule de pétanque, et tu jettes la boule de pétanque, tu vois, on ne peut pas dire que le bras, il est rigide. Tu vois, c'est simplement, tu as lancé quelque chose. Si tu cherches à faire des frappes, tu vois, en étant rigide, attends, je vais mettre la caméra vers là. Hop, je sais pas, voilà. Si vous voulez faire des frappes en étant comme ça, là, je te dis que là, ça morfle. Là, le coude, il prend toute l'onde de choc, et je parle pas des doigts, etc. Si je laisse comme ça, complètement détendu, comme si je jetais un objet, là, c'est complètement différent. Là, effectivement, c'est plus la main qui va prendre le coup, parce que là, ça se voit pas, mais la technique est quand même relativement très forte. La main va prendre, mais il y a zéro contraction, justement. C'est vraiment au bout. Comme quand tu frappes avec un marteau. Tu peux pas dire que le bras, il est rigide. Tout à fait. Ou est-ce qu'un fouet, peut-être, le principe du fouet, avec, il y a une ondulation, et c'est vraiment la partie terminale du fouet, quand la frappe, ça arrache bien. C'est exactement ça. C'est le principe du fouet. Mochizuki en parlait en parlant d'ondulation. Dans le tout premier livre qu'il a fait, je crois que j'étais à l'armée en 78, c'était ça. Sur son livre, il ne parle que de l'ondulation. Comment on ondule avec un coup de pied, avec un coup de poing, il monte la ceinture qui se déroule par terre, c'est le principe du fouet. Faire un livre que sur ça, ça veut dire à quel point c'est important. Donc, la rigidité, si tu veux, pour moi, c'est une maladie, quoi. On va dire que tout ce qui est souple et vivant, tu vois, c'est comme l'eau qui bouge comme ça, qui va user des montagnes et tout. La montagne, elle est rigide et elle se fait user par un filet d'eau, tu vois, un courant d'eau. Donc, pour moi, tout ce qui est rigidité du corps vient de la rigidité d'esprit, quoi. Encore une fois, si je baisse ma main, le reflet baisse. Si le reflet baisse, c'est que ma main a baissé. Donc, si mon corps est rigide, c'est que mon esprit est rigide. Si mon esprit est rigide, mon corps sera rigide. C'est quelqu'un qui est très obtus, quelqu'un qui est très renfermé par lui-même. Comme quand je dis, par exemple, j'avais pas fini ma phrase, ça m'arrive souvent, sur le site d'Aikido France où je parlais de ce qu'était l'art martial. L'art martial, c'est Bugei. Budo, c'est-à-dire l'ensemble des bujutsu pour la formation militaire de telle ou telle époque, hein, d'une époque à un moment donné, c'est les Bugei Johapan, les 18 disciplines de l'art martial. Et après, tu as le Budo qui est utilisé, on va dire, les techniques d'arts martiaux pour l'éveil, comme le Chado, la voix du thé, ou la voix des fleurs, ou la voix de la poésie,
Là, c'est la voie martiale. Donc, c'est un travail interne. Et puis, il y a les sports. Voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit « Faux !» Le judo est un art martial. Alors, je l'envoie en japonais parce que il n'y a rien de mieux que les documents authentiques. Hein. D'ailleurs, c'était le bouquin de Fujita qu'il a écrit sur Bukaiju Japan. Je lui envoie la liste en japonais en disant ben voilà ce que sont les arts martiaux japonais. Les derniers, c'est-à-dire de l'époque Tokugawa, il n'y a pas le judo. Donc, je ne sais pas s'il a répondu, toi, mais bon, le mec, il est rigide. Oui, il est censé faire du judo, la voie de la souplesse, la voie de la non-rigidité, la voie de la non-résistance, et il est dans la résistance et il dit faux ou non. Moi, je veux bien, ça fait 55 ans que j'étudie ça, quoi. Je ne sais pas quel âge il a, le bonhomme. Mais beaucoup de gens qui ont 14, 15, 16 ans m'expliquent ce que c'est qu'un ninja, m'expliquent ce que c'est que l'art martial, parce qu'ils ont vu ça sur des jeux vidéo ou dans des films. Et donc, je rebondis encore sur tout ce que tu viens de me dire. Est-ce que dans ce cas-là, pour s'assouplir plus ou moins, pas forcément physiquement, la méditation est un point clé, est un point pivot, une pratique pivot vraiment pour aboutir à ça? Parce qu'on dit beaucoup de choses sur la méditation. Je pense beaucoup de gens ont une mauvaise idée, mais dans le contexte, entre guillemets, martial ou progresser au niveau du corps et de l'esprit, parce que je sais qu'on a déjà fait de la méditation en stage, est-ce que pour toi c'est essentiel par contre cette étape-là? C'est plus qu'un point clé, c'est la base. Au départ, il y a la méditation qui te met dans un état de lâcher prise, d'acceptation du moment présent donc de non-rigidité, puisqu'on est dans l'acceptation, on est obligé de s'adapter à chaque seconde ici et maintenant. Et dans un combat, si tu te dis, attends, le mec il va me faire ça, moi je vais faire ça, t'es pris dans le mental et tu peux pas te battre. Donc qu'est-ce que tu vas faire si tu fais un combat? Il faut que tu sois dans la non-émotion. Tu vois, dans le stoïcisme le plus complet, tu es vraiment dans l'adaptation ici et maintenant. C'est ce que l'on fait dans la méditation. On apprend simplement à accepter le moment présent parce qu'il n'en existe pas d'autre. Si tu vis dans le futur, tu disperses ton énergie dans la distraction, comme les jeux vidéo ou les écrans ou n'importe quelle distraction, qui veut dire enlever l'énergie, enlever les forces de la personne, même, je dirais. Ôter, tu as dit tout à l'heure. Distraire, c'est ôter, ouais. Donc, distraction, c'est bien, par exemple, avant on avait ça, le bal du samedi soir, les paysans ils bossaient 12 heures par jour, etc. Et encore, j'entendais là, justement parce que c'est le salon agricole à Paris, où les vieux disaient on n'a personne qui veut bosser 60 heures par semaine. Ben oui, parce que les gens bossent 10 heures par jour. Tu vois, il n'y a pas de dimanche, quoi. Ils vont pas à la messe, les vaches. Donc, à un moment, il faut sortir les vaches tous les jours, il faut, etc. Les jeunes, ils veulent plus faire ça, quoi. Les boulangers, c'est pareil. Les gamins veulent plus aller bosser à 2 heures, 3 heures du matin. Donc, on est de plus en plus dans les gens qui sont dans la facilité. Tu vois, donc, la méditation nous permet d'être dans l'acceptation du moment présent. De toute façon, quelqu'un qui t'attaque, on appelle ça un moment de vérité. On voit tout de suite si tu es dans le moment présent. Si tu n'es pas dans le moment présent, ça ne marche pas. Et alors, justement, la méditation, ça me fait penser, là on bascule un petit peu, mais pour moi tout c'est relié, ça me fait penser au jeûne. Et notamment, là on en parle beaucoup, je sais que tu en as déjà parlé, que tu pratiques, notamment ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Alors là, maintenant, c'est connu, cher connu. Est-ce que... alors, comme chacun étant différent, il faudrait des conseils personnalisés, tout ça, mais est-ce que, dans le cadre de la vidéo, tu peux donner des grands principes pour le jeûne, pour bien le pratiquer, vraiment rapidement, parce qu'il faudrait vraiment... Alors, c'est personnel. Voilà, tu es dans le médical, donc tu sais très bien que ça dépend de l'âge, ça dépend de la tension artérielle du bonhomme, ça dépend de son passé médical, ses antécédents familiaux, ça dépend de son sexe, ça dépend de plein de choses. Donc, en général, alors le jeûne intermittent, moi je me suis intéressé à ça bien avant 2010. J'en avais parlé ça s'appelait à l'époque, j'en parle dans mon livre, hein, dans Le secret des ninjas, mais ça s'appelait
IF, c'est ça, intermittent fasting, tu vois, je crois qu'ils appelaient ça. Ouais, je crois, Un truc comme ça à l'époque. Et c'était la warrior diet, la diète du guerrier, parce que tout simplement, le guerrier se lève, il est sous cortisol, il mange pas de sucre déjà le matin parce qu'il est dans le cortisol. Donc tant qu'il sera dans le cortisol, il sera pas dans l'insuline. Et l'insuline, c'est ce dont on a besoin pour assimiler le sucre, pour faire rentrer le sucre dans les cellules. Donc si tu manges du sucre le matin avant 11 heures, tout va dans les fesses pour les femmes et dans le bide pour les hommes, comme on dit. Donc, et puis avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Donc en fin de compte, tant qu'on est dans le stress, parce qu'il y a des bombardements, parce qu'on est poursuivi ou parce qu'on est en cavale, etc., tu ne manges pas. Tu es sous cortisol. Moi, ça m'est arrivé très souvent quand je prends l'avion, par exemple. Quand je prends l'avion pour aller au Japon, eh bien, faut prendre les billets. Je sais qu'il va falloir que je me lève à 5 heures du matin pour prendre le train. Il faut que j'aille sur Paris. Après, il faut que je prenne l'avion. Souvent, j'arrive la veille à Roissy pour prendre l'avion à 10 heures du matin. Donc, j'arrive à 10 heures du soir. Mais je ne vais pas dormir parce que j'ai des cadeaux dans mon sac qui sont précieux pour donner à Maître Hatsumi et ses proches. Donc, quelque part, à un moment, je reste 3 jours sans dormir. Eh ben, je t'assure que j'ai bien compris que tout ce que je mangeais, je ne l'assimilais pas. La première chose que j'ai compris dans l'alimentation, c'est quand on voyage, on est en stress. C'est-à-dire, on est en stress et donc on est constipé parce que le corps ne peut pas à la fois assimiler, éliminer, digérer, être vigilant sur tout ce qui se passe parce qu'on n'est pas sur notre territoire, hein, on est des animaux, on est sur un territoire étranger et donc on est dans l'hypervigilance. Moi, ce que je faisais quand j'allais sur Paris, par exemple, je préparais des œufs durs. Donc au départ, j'arrive, j'avais à l'époque c'était 7 heures de train, tu vois, c'était pas le TGV, hein. Donc il y avait 7 heures de train, et puis arrivé à Austerlitz, j'allais dans mon petit hôtel de merde, et puis là je mangeais mes œufs durs, quoi, parce que j'avais pas faim. Jusqu'à tard même, tu vois. Je parle même pas de la pollution qui me bouchait le nez, tu vois. J'étais sans arrêt en hypervigilance. Si j'étais pas en hypervigilance, peut-être que je serais mort depuis longtemps. Hein, tu vois, donc le jeûne intermittent, si tu veux, c'est en fin de compte, ou tu le fais par obligation, ou tu le fais parce que tu te dis, tiens, on s'est aperçu que dans les calculs de longévité, tous les peuples qui vivaient assez vieux pratiquaient plus ou moins le jeûne intermittent, étaient végétariens et vivaient plus ou moins dans le froid et avaient une activité physique. Et un contexte sociétal très, très fort. Donc en fait, est-ce que c'est une réalité physiologique ou est-ce que c'est un effet de mode du coup ? Non. Mais de toute façon, l'effet de mode, si on peut dire, c'est pour ça, comme je dis tout à l'heure, tu t'adresses à l'historien, le passionné d'histoire. En fin de compte, regarde comment les gens mangeaient au Moyen-Âge. Regarde comment les gens mangeaient en 1800. Ils n'avaient pas, à part les bourgeois anglais, les gens n'avaient pas petit déjeuner, repas, machin. C'est souvent le soir. Alors c'est un repas qui commençait à 19h, qui pouvait s'arrêter à 23h. Il faut penser aussi que l'hiver, c'était à la bougie. Regarde, 80% des tableaux de gens en train de faire la fête et de manger, il y a des cierges sur la table. Ils ne mangent pas à midi, ils ne mangent pas... on va dire hors mariage, hors, etc. Et puis, dans mon livre, j'explique bien, c'est avec l'extrait du livre « Comment vivaient nos ancêtres », les gens, par exemple, mangeaient de la viande, ils mangeaient peut-être un jour sur deux, et ils mangeaient de la viande 3 fois dans l'année, quoi. Avec tous les interdits religieux, les jeûnes religieux, le fait qu'ils travaillaient, ils avaient un repas par jour. Parfois, on les voit sur certains tableaux au Moyen-Âge, ils mangeaient la nuit dans la baignoire, quoi. Tu vois, ça dépend des saisons, ça dépend de plein de choses. Hein. Et puis, ils ne mangeaient pas comme nous. Il n'y a jamais eu autant de nourriture. Les gens se sont aussi jamais autant mal nourris. Avant, durant l'été, les gens mangeaient ce qu'il y avait durant l'été, etc. Et l'hiver, il y avait les jambons, il y avait les pommes, il y avait les noix, il y avait tout ce qu'on pouvait conserver durant l'hiver, quoi. Mais... c'était pas tous les jours McDo, tous les jours, tu vois. D'ailleurs, le concept de 3 repas par jour,
de ce que j'en ai su, c'est très récent. Je C'est crois ce que que ça je- vient de c'est la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça vient des États-Unis d'ailleurs. C'est ce que je te dis. C'est tout à fait Ah bah, récent. et Dans puis, l'histoire, il y a- c'est très Et récent. puis il y a l'histoire de Kellogg's. Tu vois, Kellogg's qui, lui, savait pas quoi faire de tous les biscuits, tous les machins, et l'alimentation de guerre qu'il avait fait pour l'armée américaine. L'alimentation de guerre, c'est tout ce qui ne pousse pas dans les jardins, tu vois, c'est-à-dire les biscuits, le chocolat, tout ce qui est sucre, tout ce qui est justement céréales passées à la vapeur, là, les flocons, dans ce qu'on appelle les Kellogg's, tout simplement. La différence, c'est que le porridge traditionnel qui est fait en flocons d'avoine, par exemple, ou d'orge, eux, ils rajoutent du sucre, du chocolat, du maïs, du miel, tu vois, et puis je ne sais trop quoi. Mais c'est hyper trop sucré, quoi. C'est ce qu'a fait les obèses. Sauf que ils ont fait appel certainement à Gernaise, là, tu sais, celui qui a expliqué aux gens qu'il fallait fumer, aux femmes qu'il fallait fumer pour les chandelles de la liberté, pour augmenter la vente de tabac. Il a profité du féminisme naissant pour prendre des mannequins de mode et les mettre en tête des défilés des suffragettes avec une cigarette en disant les torches de la liberté, les femmes sont libres de fumer, etc. etc. Non, c'était de la publicité. Toi, par exemple, quand il y a eu l'agression à Sainte de la personne, de la joggeuse, là, dont j'ai recueilli le premier témoignage à chaud, eh bien, quand j'ai passé ça sur Internet, j'ai dit qu'il fallait courir au moins à deux, ou avec un sifflet, ou avec un bip-bip qui fait du bruit, ou éventuellement un objet contondant. Eh bien, il y a encore une féministe qui m'a sorti oui, on est libre de courir seul, on va pas être obligé, c'est pas les mecs qui vont nous obliger. Ah, j'ai dit non, pas du tout. Tu es libre de courir dans une zone où il y a que des pervers sexuels, et j'ai expliqué depuis 10 ans qu'il y a des pervers sexuels là-bas. Il y a plein de témoignages qui viennent de donner sous mon poste. Et c'est arrivé aujourd'hui en plus, toi. Et elle nous parle de liberté. Tu vois, et ça me rappelle le film Smoking, No Smoking, un machin comme ça. Je sais pas si tu connais. Ça Je me crois dit que ça quelque s'appelle chose. Smoking, No Smoking ou un truc comme ça. Où justement, le gars parle c'est un gars qui travaille pour les tabacs, pour Big Tobacco aux États-Unis. En gros, le principe, c'est de dire on est libre de fumer. Voilà, c'est-à-dire tu ne peux pas m'empêcher de fumer parce que tu t'attaques à mes droits et à ma liberté. Et aux États-Unis, c'est sacré, la liberté. Liberté d'avoir des armes, liberté de fumer. Et c'est pour ça que tu as des gens, par exemple, qui sont sous crack et tout, ils sont à poil dans la rue. Personne ne va leur dire habille-toi, quoi. Tu vois, c'est la liberté. Ben, ça donnait les woks, ça donnait les queers, ça donnait tout ce que tu veux, quoi. C'est-à-dire, la liberté, ça va au-delà des codes, ça va au-delà. Alors, quand il y en a un, de temps en temps, on appelle ça un artiste. Tu vois, un artiste, Paul Narev, qui se met un poireau dans le cul ou un plumeau dans le cul pour faire les affiches de sa chanson « Je suis un homme ». Ok, il n'y a que lui. Le chanteur Antoine, avec des chemises en fleurs et des cheveux longs, à l'époque, il n'y a que lui. Tu vois, donc évidemment, on l'invite surtout sur les plateaux de TV, mais si c'était une personne sur deux, ça serait un peu gênant, quoi, tu vois. Donc on est dans ce côté où la liberté des uns commence vraiment, tu vois, où il y a le respect quand même, le respect des us et coutumes, le respect des religions des autres, le respect des mœurs, tout simplement, quoi, je veux dire. Après, qui s'enferment dans des cabarets chez Michou et qui font ce qu'ils veulent, ça, c'est pas notre problème. Parce que tant que ça reste entre adultes et chez eux, mais qu'ils mettent des drag queens dans les maternelles, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore autre chose, effectivement. Je voudrais juste continuer avec cette histoire d'alimentation, parce que tu avais déjà dit, tu l'as redit là, qu'il ne faut pas prendre de sucre avant 11 heures. Donc, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez être obèse, il n'y a pas de problème. Il y a du Kellogg's, il y a des machins comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire, parce que ça, c'est pas la première fois que je l'entends pas comme ça, mais est-ce que tu veux dire que le petit déjeuner n'est pas si important que ça, alors qu'on nous a bassinés avec le fait que le petit déjeuner, et c'est des messages d'État, que le petit déjeuner, c'est le repas, moi ça je l'ai entendu plein de fois, ça, le repas le plus important, il faut pas le rater, etc. Est-ce que du coup, le message, ce que tu dis, sont pas en contradiction? Enfin, moi j'y vois une contradiction en tout cas. Donc, quel est le vrai, quel est le faux, quel est le...
Alors, on est en contradiction avec les messages d'État, d'accord? Moi, je dis hashtag Covid. Voilà, tu as compris, les messages d'État, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, on sait par exemple que Gervaise, ou Gernaise plutôt s'appelait, a aussi été sollicité par les marchands de bacon, et il a fait toute une publicité avec des médecins qui témoignaient que le bacon NX était le meilleur petit déjeuner. Déjà, il y avait un petit déjeuner, tu vois. Il a dit le meilleur petit déjeuner. Ceci dit, pour ceux qui tolèrent le bacon, bacon NX, c'est sûr qu'il n'y a pas de sucre. Donc je pense que le bacon NX est meilleur que le Kellogg's, que les Kellogg's ultra sucrés qui vont faire que tu vas devenir diabétique, ce qui veut dire insuffisance respiratoire, surpoids, maladie cardiaque, les jambes qui gonflent, enfin bref, c'est une horreur. Mais par contre, je dirais rien du tout, c'est mieux que le bacon NX. Après, tout dépend de ton activité physique, tout dépend... Tu peux faire ton jeûne intermittent en prenant ton petit déjeuner et en ne prenant pas le repas du soir. Dès le moment que tu as tes 16 heures de jeûne, moi, c'est pas mon truc. Tu vois, moi, j'aime bien manger le soir. Après, si tu veux, là, il y a 3 solutions. Je prends des Kellogg's et là, je fais du diabète. Ça, regarde les Américains, hein, au départ. C'est un plat de pauvres, hein, le Kellogg's. Hein. Le Covid, au départ, les Américains pensaient que c'était pour tuer les Noirs. C'était les Chinois qui avaient inventé ça pour tuer les Noirs. Parce que dans tous les hôpitaux, c'était des Noirs qui mouraient. Mais pourquoi? Parce qu'à 14 ans, ils faisaient 140 kilos. C'était des obèses. Parce qu'ils mangent le Kellogg's sucré, c'est-à-dire des polysaccharides, c'est-à-dire des céréales, avec des monosaccharides et des disaccharides. Sucre, miel, fructose, saccharose, etc. Bon, évidemment, ça fait un peu... Je ne dis pas déjà l'insuline, hein, le pancréas, il doit prendre un sacré coup, quoi, tu vois. Donc, déjà, ça, on va dire, c'est délétère, voilà, ça rend malade. Mais pas malade, je vomis, ça rend malade sur le long terme. Le bacon NX... Bon, je crois que à un moment, ça doit épaissir le sang, et tu vois, parce que c'est salé, quoi, donc quelque part. Mais je pense que c'est moins mauvais. Après, ne pas manger le matin, moi, mon exemple, c'est que quand je mange pas le matin, j'ai la patate toute la journée. Parce que je suis libre, je vais pas digérer, tu vois, tout est dans mon action. Que je travaille sur l'ordinateur ou que j'aille marcher, courir, par exemple, quand je fais du vélo, je me rappelle j'ai fait des vidéos, par exemple, où j'étais à 20 heures de jeûne sec et je faisais du vélo, quoi. Et encore, je parle de jeûne sec, là, tu vois. Donc j'encourage personne à débuter par le jeûne sec, mais par exemple les gens qui font du jeûne intermittent, ils peuvent prendre du thé, du café, des machins comme ça. Moi je le ferai pas, un thé, café à jeun, l'estomac, bonjour. Hein. C'est un petit peu âpre, si tu veux, c'est trop riche je ne me rappelle plus le nom de ça, mais ça donne envie de gerber, quoi, tout simplement. Ça crée des nausées, mais... de l'eau citronnée, tu vois, voilà, quoi, pendant ton jeûne, de l'eau citronnée, oui. Après, le jeûne intermittent, quand vous êtes habitué, c'est vrai qu'on sait que c'est fantastique, quoi. Après, il y a des gens qui vont le faire 2 fois par semaine, ou comme moi, tous les jours. Voilà. Après, moi, je suis très souple, hein, tu vois. C'est rare que je me lève le matin en disant tiens, je vais manger, quoi. C'est plutôt tiens, je vais bouger, tiens, je vais faire des choses. C'est plutôt ça, quoi. Après, je dis, peut-être que d'ici 1 an ou 2, on n'aura plus le choix, on ne pourra plus faire 3 repas par jour. Si jamais on est en guerre civile, là, je crois que c'est ceux qui font le jeûne intermittent qui vont être le plus adaptés. En sachant que quand ton jeûne dure, par exemple, 16 heures, donc ça veut dire que pendant 16 heures par rapport à la nuit, justement, donc tu fais 8 heures de sommeil, tu continues, tu fais 4 heures de plus, tu as mangé 4 heures avant de te coucher, bon, ça va te faire 16 heures. Pendant tout ce temps-là, ton corps répare, désenflamme, cicatrise, tu vois, et puis bouffe le gras, il mange le gras. Donc c'est plus intéressant. C'est de l'auto-réparation en fin de compte. Et tous les animaux qui sont malades, jeunes, s'enferment dans le noir et ne bougent pas. J'avais entendu le terme autophagie. Oui. C'est ça, hein. Alors ça, c'est un Japonais qui a trouvé ça. Je t'enverrai les documents si tu les as pas.
je crois qu'il a eu un prix Nobel justement quand il a parlé de l'autophagie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu arrêtes de manger, à un moment, ton corps va prendre des parties des cellules qui sont, on va dire, perturbées par tous les perturbateurs que l'on connaît, qui nous entourent. Hein. Ça va des ondes jusqu'aux perturbateurs endocriniens, plastiques, phtalates, dioxines, etc. Donc, et il va casser en morceaux ces petites, ça dénonce, hein, ces petits morceaux de, je sais pas moi, de particules qu'il y a dans les cellules, et où il les reforme, tu vois, où il les éjecte. Mais généralement, il va manger ce qui est malade. Mais ça, on le sait depuis toujours. Le père de la médecine, le grec père de la médecine, Hippocrate disait « Ce que le jeûne ne guérit pas, rien ne guérit ». Et c'est ce que tu vois dans le malade imaginaire, quand il te dit « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour guérir ?» Il dit « Rien ». Justement, il ne faut rien faire. Tu te couches et tu patientes. Et le corps va se réparer, va se guérir tout seul, et le médecin, il va te donner des plantes et des machins qui vont te permettre de patienter. C'est pour ça qu'on appelle ça un patient. C'est le principe du mouvement régénérateur aussi d'Itsuo Tsuda, de parler d'Itsuo Tsuda, que j'ai appris d'Hélène Kobayashi, où vraiment ton corps va se mettre à bouger pour justement, parce que tu lui as donné l'énergie déjà. Si tu es en digestion, ça ne marche pas. Pour moi, le mouvement régénérateur, l'auto-guérison est un mouvement régénérateur. L'autophagie est un mouvement régénérateur. Donc, je pense que déjà, faire 12 heures de jeûne quand on débute, 12 heures de jeûne intermittent en buvant de l'eau citronnée, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. De la bonne eau avec du bon jus de citron bio, pressé, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, quand on est habitué, effectivement, on fait le jeûne sec. Après, j'interdis pas, parce que j'ai rien à interdire, mais c'est pas impossible. Éventuellement, quelqu'un va prendre un café, va prendre un thé, Après, c'est une question de pourquoi pas. Moi, ça fait des années je crois que ça fait 15 ans que je fais du jeûne sec tous les matins. Enfin, je commence, admettons, si mon dernier repas est à 11 heures, mon premier repas sera à 15 heures. C'est ça ? Donc ça me fera 16 heures de jeûne. Et quand je dis premier repas, souvent c'est juste de la whey, tu vois. Et c'est pas encore des glucides, tu vois. Après, je vais m'entraîner. Alors là, je suis super léger, parce que j'ai pris que de la whey. Et là, quand je m'entraîne, je mange le gras. Forcément. Puisque j'ai mangé du sucre et du gras pendant des heures et des heures. Ensuite, vas-y. Écoute, il y aura tellement de questions à te poser, mais je pense que... J'ai 5 minutes. Alors juste, pour conclure, comme on a parlé à un live précédent, est-ce que tu peux... Je pense qu'il y a une histoire d'alimentation qui va, la méthode IDA. Ce qui était un live il y a quelques temps, on en avait parlé, peut-être il y a 15 jours, 3 semaines, mais peu importe, à partir du moment où on fait la vidéo. Est-ce qu'en quelques minutes... tu pourrais donner, ou sinon trop complexe et il faudra faire une autre vidéo peut-être En fin de compte, j'ai énormément de documents sur la méthode IDA. J'ai vu les vidéos de la méthode IDA, donc c'est pour ça que j'ai une petite barre de 8 kilos, parce qu'ils s'entraînaient avec des mouvements très rapides avec sa barre. Il avait beaucoup jeûné dans les montagnes, il me semble, il buvait ce qu'il appelle de l'eau bouillie. Il parlait de l'eau bouillie tout simplement parce qu'il fallait qu'il fasse bouillir l'eau, mais sinon de l'eau neutre, tu vois. C'était intéressant. Il faisait gonfler son ventre, il travaillait sur les respirations, tout ça. J'ai des photos justement, il me semble, dans mon livre sur la psychothérapie et les arts martiaux. Et puis, il me semble que c'est lui qui est mort en jeûnant, quand le Japon est rentré en guerre. Alors, je ne saurais pas l'affirmer, mais c'est possible, parce que ça me dit quelque chose. Il me semble que sa mère était de l'autre côté du Soji et lui disait ne meurs pas, continue à vivre. Et lui disait je ne peux pas vivre dans un pays qui attaque la Chine comme il faisait, qui impérialise comme ça, aussi violent. Et pour moi, c'est comme Jésus, quoi, si tu veux. Pourquoi Jésus a beaucoup fonctionné, enfin le christianisme a beaucoup fonctionné au Japon, parce qu'il ne fait pas de concessions.
Voilà. Eh ben, Ida n'a pas fait de concession. Et je me souviens, je voyais ça quand j'étais môme, dans les années 60, dans des émissions d'information, où il y avait un parlementaire japonais qui disait, qui faisait voter le truc, les gens disaient non, hop, il soulevait, avec un rasoir, il soulevait son ventre et il se faisait harakiri, quoi. Les gens se jetaient sur lui pour l'empêcher. J'ai dit, toi, comme De Gaulle, quand il a dit c'est oui ou c'est non, si vous acceptez pas, je m'en vais. Tu vois, ce que devraient faire certaines personnes. Une certaine personne. Voilà, le principe, c'est ça, c'est pas de concession. Moi, je marche comme ça. J'ai pas envie de faire comme le voisin si il fait des saloperies avec ses gosses, ou s'il bouffe de la viande, ou si, je sais pas moi, il tabasse son chien. J'ai pas à faire ça parce que lui le fait. Donc, il y a un mode de vie que j'estime être assez sain. C'est pas parfait, mais ça me convient. J'ai pas de concession à faire, quoi. Si je faisais de la politique, je passerais mon temps à fermer les yeux sur des affaires louches, quoi. Et ça m'intéresse pas. Parce que j'ai pas envie d'être Premier ministre, par exemple. Bah écoute, merci Bernard. On pourrait encore parler des heures, c'est toujours aussi passionnant. Du coup, rendez-vous au prochain stage et que tout le monde vienne c'est au mois de mars, oui. C'est vrai que j'ai un stage au mois de mars, oui. Bon, au prochain, celui-là ou d'autres. Oui, oui. Mais t'en fais suffisamment pour que tout le monde puisse venir boire un peu à la source. Donc ce serait intéressant à tout le monde. J'invite tout le monde à se déplacer, ne serait-ce qu'une fois. Et après à faire leur propre jugement. Plutôt que d'écrire des choses dans les commentaires sans être jamais venu te voir. C'est-à-dire que le truc qui est intéressant, c'est... je fais 2 stages. Donc j'offre la possibilité aux gens 2 fois par mois de pouvoir venir. C'est déjà... je ne suis pas obligé, mais je l'offre. J'offre cette possibilité. Avant, je faisais des stages de 5 jours. Là, je fais des stages de 3 jours. Donc déjà, tu vois, les gens peuvent venir 2 jours. C'est pas urgent. Même quand je fais, par exemple, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ils peuvent venir que le week-end. Il y a rien d'extraordinaire. C'est pas un suivi où j'apprends une partie du kata le samedi, l'autre partie le dimanche. C'est pas du tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, ça fait 15 ans que je te suis, je viendrai un jour. C'est comme les gens qui me disent « Quand j'aurai du travail, je t'achèterai un dojo. » Tu vois ? Ou « Si je gagne au loto, je t'offrirai un dojo. » C'est gentil. Il y en a plein qui jouent au loto, ils ne gagnent pas toute leur vie. Tu vois ? Donc, le principe, effectivement, c'est de se bouger. Et là, justement, j'ai lu un texte là-dessus avant de venir, où justement, c'est le principe... se mettre en mouvement. Tu vois, c'est la motivation, quoi. J'ai passé dans mes formations en relation d'aide en psychothérapie, en psychologie en tout cas, sur justement la motivation, quoi. Relation et motivation. En fin de compte, c'est est-ce que les gens ont vraiment envie de bouger, ou est-ce qu'ils croient qu'ils peuvent avoir... la vraie information et devenir efficace simplement en posant des questions. Et comme tu disais tout à l'heure, 80% des questions durant les lives, on peut avoir les réponses sur Internet. Quand les gens ils me disent qu'est-ce que tu penses du Shilajit ? J'en sais rien, moi, je veux dire, ça peut être intéressant. J'ai pas vu d'études et tout, puis même si je lisais les études, je suis pas un spécialiste du Shilajit, quoi. Qu'est-ce que tu penses du miel Manuka ? C'est bien, t'as envie de foutre 100 € dans un pot de miel, vas-y, fous 100 € dans un pot de miel, parce que ça vient du Turkménistan ou de l'Himalaya. Ça me rappelle l'histoire des abricots des Hunza, tu vois. Les Hunza, c'est un peuple qui vivait 120, 130 ans, tu vois, etc. Et c'est des gens qui mangent très peu, qui prient beaucoup, qui ont pratiquement très peu de relations sexuelles, qui boivent de l'eau de source qui vient de l'Himalaya, qui travaillent la terre et qui mangent des abricots séchés. Et ben dans les magasins bio, ils vendaient des abricots séchés, des Hunza. C'est le mec qui boit, il fume, il fait l'anouba, il baisse 4 fois par jour, c'est une ordure dans sa vie. C'est pas parce qu'il va bouffer des abricots qu'on va piller les Hunza pour leur choper les abricots qu'il va vivre vieux, quoi. C'est une aberration. C'est la crème anti-vieillissement, tu sais. Ouais. C'est les potions. Donc oui, il faut venir pour voir les choses telles qu'elles sont. Mais les gens qui attendent 10 ans pour venir, ils disent « j'ai loupé 10 ans ». Les gens qui attendent 20 ans pour venir, ils disent « oh, si j'avais su, je serais venu avant ».
C'est ce que tous les stagiaires qui sont venus m'ont dit ça. Tous. Il n'y en a pas un qui a dit si j'avais su, je ne serais pas venu. Donc oui, mais après, même si on se dit qu'on a raté 10 ans, c'est pas grave. Ah non, le plus important, c'est de venir. Tu sais, comme on dit, il vaut mieux faire 10 pas dans la bonne direction que 1000 dans la mauvaise direction. Hein. J'avais parlé du conte, d'un conte chinois comme ça, qui disait, le gars arrive avec 10 chevaux comme ça, toi, avec son char, son carrosse, et puis ses gardes du corps, il demande à un paysan, pour le royaume de Chou, où est-ce qu'il faut que j'aille? Et il lui dit, c'est par là-bas. Il dit, oui, mais moi je vais par là-bas. Il dit, oui, mais par là-bas, c'est 400 jours, par là-bas, c'est 3 jours. Il dit, oui, mais j'ai beaucoup d'hommes avec moi, et puis j'ai de la nourriture, et puis j'ai des bons chevaux. Il dit, oui, mais si tu vas là-bas, il va te falloir plus d'un an. Il dit, tu vois, voilà. Et les mecs, ils sont dans la mauvaise direction, mais ils s'en foutent parce qu'ils sont dans le confort. Ils ont de l'argent, ils sont tranquilles, il n'y a pas de guerre pour le moment, il n'y a pas de guerre civile pour le moment, il y a à manger pour le moment. Parce qu'ils ne savent pas que les supermarchés ont 3 jours de réserve, que l'essence peut se bloquer du jour au lendemain et que leurs comptes en banque peuvent sauter du jour au lendemain. Ils sont dans le déni des bisounours. Donc ils pensent toujours que oui, je viendrai plus tard, mais plus tard n'existe pas. C'est ici et maintenant, comme tu disais. Il n'y a que ici et maintenant qui existe, tout le reste c'est du rêve. Et on l'a pratiqué d'ailleurs, ici et maintenant, tout à l'heure, aujourd'hui. Ok, merci Mickey pour tes questions. Et puis, à bientôt les amis. À très bientôt peut-être, même sur en live.